Des vastes forêts d'Amérique du Nord aux savanes brûlantes de l'Afrique, des déserts arides d'Australie aux plaines gelées de l'Arctique, les canidés ont su s'adapter à des environnements parmi les plus extrêmes. Mais qui sont-ils vraiment? Ce qui est certain, c'est qu'ils partagent de nombreuses caractéristiques communes puisque ce sont tous des canidés. Ils ont généralement un long museau, des oreilles droites, des dents adaptées pour casser les os et trancher la chair, de longues pattes et une queue touffue. Ces prédateurs intelligents, plus ou moins grands, peuvent vivre en meute, en solitaire ou en petits groupes familiaux selon les espèces, mais chacune d'entre elles a développé des stratégies uniques pour survivre et prospérer. Il existe actuellement une quarantaine d'espèces de canidés et à travers cette vidéo, je vais toutes te les présenter. Allons-y. Les canidés actuels sont classés en 4 grands groupes. Canina qui comprend le loup et les canidés qui ressemblent à des loups, Cerdocyanina qui regroupe les canidés d'Amérique du Sud, Vulpini qui rassemble la majorité des espèces de renards, et enfin Urocyon qui ne comprend que 2 espèces de petits renards. Et c'est avec eux qu'on va commencer. Dans le genre Urocyon, on retrouve le renard gris d'Amérique et le renard gris insulaire. Ces espèces se ressemblent beaucoup mais elles sont différentes. Le renard gris d'Amérique a une petite crinière sur le cou et son dos est marqué d'une bande centrale gris foncé. Il vit en couple dans les forêts du Canada jusqu'au nord de l'Amérique du Sud, en Colombie et au Venezuela. Nocturne, il mange des insectes et des petits mammifères, des fruits et des graines suivant les saisons. Tel un chat, il est particulièrement agile. C'est d'ailleurs le seul canidé avec le tanuki, dont on parlera plus tard, à être capable de grimper aux arbres. Son parent le plus proche, le renard gris des îles, est 25% plus petit, c'est un exemple typique de nanisme insulaire. Il fait environ 50 cm de long sans la queue. Il existe 6 sous-espèces de renard gris insulaire, chacune étant originaire de l'une des 8 îles anglo-normandes de Californie. Le renard des îles étant géographiquement isolé, il n'a pas acquis d'immunité contre les parasites et les maladies importées du continent et il est particulièrement vulnérable à ceux que le chien domestique peut transmettre. Ces 2 espèces forment vraiment un groupe à part dans la classification des canidés, ils sont complètement isolés. Mais allons voir du côté des caninas parce que c'est dans cette sous-tribu que l'on retrouve les plus grandes et les plus emblématiques de toutes les espèces de canidés, j'ai nommé les loups et leurs proches parents. Dans les caninas, on compte 4 genres. Lupulella qui comprend 2 espèces, Lycaon et Cuon qui en comprennent une seule et Canis qui en comprend 5. Commençons par les 2 espèces de chacal que l'on retrouve dans le genre Lupulella. Le chacal à chabrac, que l'on appelle aussi le chacal à dos noir, peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long et peser plus de 10 kg. C'est un animal omnivore et aussi un bon chasseur qui se nourrit d'insectes, de rongeurs, de lézards, de fruits et de charognes. Il vit dans les savanes arides et les zones désertiques de l'est et du sud de l'Afrique. Contrairement au chacal à dos noir qui vit dans les plaines ouvertes, le chacal à flanc rayé vit principalement dans les zones boisées et broussailleuses d'Afrique centrale et australe. Il est moins carnivore que son parent le plus proche, c'est un omnivore très adaptable dont les préférences alimentaires changent en fonction des variations saisonnières et locales. Les chacals font partie des rares espèces de mammifères qui s'accouplent pour la vie, formant des couples monogames. Mais vous verrez que chez les canidés, et en particulier chez les renards, c'est assez commun. Le plus proche parent des chacals est le lycaon, une espèce que j'adore et qu'on appelle aussi le chien sauvage d'Afrique. C'est le plus grand canidé du continent, mais c'est aussi malheureusement un animal menacé qui possède de nos jours une distribution très fragmentée. On estime qu'il existe environ 6600 adultes vivant dans 39 sous-populations, toutes menacées par la dégradation de leur habitat, la persécution humaine et les épidémies. Surnommé le loupin, le lycaon possède un pelage court avec des motifs très caractéristiques qui varient beaucoup entre les individus. C'est le canidé le plus spécialisé en termes de régime alimentaire puisqu'il est hyper carnivore, ce qui signifie que plus de 70% de sa nourriture est composée de viande. Il vit toujours en groupe étant particulièrement sociable et chasse ses proies sur de longues distances jusqu'à l'épuisement. Très efficace, il a un taux de réussite allant de 60 à 90%, c'est vraiment énorme. En plus, les lycaons prennent soin des membres de la meute, ils régurgitent la nourriture non seulement aux plus jeunes, mais aussi aux autres adultes du groupe. Son plus proche parent est la seule espèce du genre Cuon, le dholle, qu'on appelle aussi le chien sauvage d'Asie. Lui aussi est en danger d'extinction car ses populations sont en diminution et estimées à moins de 2500 adultes. Les dholes vivent en groupe de 5 à 12 chiens pouvant atteindre 40 individus. Autrefois de plusieurs centaines d'individus, les troupes aussi nombreuses ont disparu lorsque les grands herbivores ont commencé à se raréfier. Les dholes sont adaptables et opportunistes, ils ajustent leur régime alimentaire en fonction de la disponibilité des proies dans leur habitat. Ils sont en concurrence avec les tigres et les léopards qui partagent leur aire de répartition. C'est un animal qui évite les territoires où l'être humain est présent et il est difficile à voir. Passons désormais au genre Canis. Ce genre contient 5 des espèces les plus connues de tous les canidés, mais je suis quasiment sûr que tu ne les connais pas toutes. Commençons avec le chacal doré qui est plus proche des loups et des coyotes que des 2 espèces de chacal dont nous avons déjà parlé du genre Lupulella. D'ailleurs, il ressemble à un loup gris en plus petit avec des pattes et une queue plus courte. Il a aussi un museau plus étroit et plus pointu. C'est l'une des espèces de canidés les plus répandues dans le monde avec de vastes territoires en Europe centrale et de l'Est, en Afrique du Nord et dans certaines régions d'Asie. Mammifère opportuniste, il se nourrit à la fois de fruits, d'insectes, d'oiseaux et de rongeurs qu'il chasse seul ou en couple, mais également de cadavres d'animaux morts de plus grande taille. En tant que charognard, son rôle de nettoyeur des carcasses contribue à limiter la propagation de maladies.
On enchaîne avec le loup d'Éthiopie qu'on appelle aussi le loup d'Abyssinie, l'un des canidés les plus menacés du monde avec une population totale estimée à moins de 500 individus à l'état sauvage et aucun en captivité. C'est un animal sociable qui vit en meute de 3 à 13 individus, mais qui chasse le plus souvent seul, notamment des rongeurs comme le rat-taupe géant. Ses effectifs ont été considérablement diminués ces dernières années, principalement dû au fait des maladies transmises par les chiens et l'augmentation de l'activité pastorale sur les hauts plateaux éthiopiens. Le prochain canidé dans notre liste a successivement été considéré comme une sous-espèce du chacal doré, puis du loup gris, mais des études génétiques poussées publiées en 2015 et en 2018 ont finalement démontré qu'il devait être considéré comme une espèce à part entière. Voici le loup doré. Il s'agit d'un canidé adapté aux zones désertiques, aux plaines et aux steppes herbeuses de la moitié supérieure de l'Afrique. Bien que superficiellement semblable au chacal doré, le loup doré a un museau plus pointu et des dents plus acérées et plus robustes. Il a aussi des oreilles plus longues et un front plus élevé. Partons en Amérique du Nord à la recherche du coyote. Tu sais, c'est l'animal qui finit toujours mal quand il essaie de s'en prendre à Bip Bip. Pourtant, le coyote est un mammifère très rapide. Il peut atteindre une vitesse maximale de 69 km/h sur une distance d'environ 300 mètres. Il occupe pratiquement la même niche écologique que le chacal doré en Eurasie, ce qui lui vaut d'être parfois appelé le chacal américain par les zoologistes. Mais il est plus gros et davantage prédateur. Son aire de répartition est en expansion avec l'arrivée des coyotes dans les zones urbaines de l'Est des États-Unis et du Canada. Le coyote peut à l'occasion nouer des relations de chasse mutualistes avec le blaireau d'Amérique et pratiquer l'entraide avec lui pour déterrer des rongeurs. Et dans le genre Canis, on finit avec le loup gris qui comprend de nombreuses sous-espèces sauvages comme le loup gris commun, le loup arctique, le dingo, le loup des Indes ou encore le chien chanteur de Nouvelle-Guinée. Et même le chien domestique. Et oui, en termes phylogénétiques, toutes les races de chiens sont des loups de l'espèce Canis lupus. Mais on en reparlera en fin de vidéo, et franchement ça n'a pas beaucoup de sens de comparer le chien avec les espèces sauvages de canidés, puisque l'homme a complètement altéré le fonctionnement de l'évolution naturelle. D'ailleurs, les chiens domestiques sont parfois considérés comme une espèce à part, Canis familiaris. Et du chien domestique descendent à leur tour les sous-espèces de loups retournés à la vie sauvage que sont le dingo et le chien chanteur. Un sacré bazar donc. Mais il existe deux animaux autrefois considérés comme des sous-espèces du loup qui sont probablement des espèces à part entière, le loup de l'Est et le loup rouge en danger critique d'extinction. L'arbre du genre Canis devrait donc ressembler plus à ça. Les loups gris sont les plus gros canidés sauvages du monde. C'est difficile de décrire l'espèce et ses habitudes alimentaires puisque ça dépend beaucoup des sous-espèces. Il peut être noir, gris, blanc au sein même d'une seule meute, il peut peser entre 12 et 80 kg et être présent dans les déserts, les prairies, les forêts et les toundras. Il se nourrit de grands herbivores, d'oiseaux, de sangliers, de rongeurs, de lagopèdes mais aussi d'insectes, de raisins et de champignons. Le dingo chasse le kangourou et le loup pêcheur se nourrit de la tête des saumons. Sa vitesse de pointe est d'environ 50 km/h et il peut parcourir 60 km en moyenne chaque nuit. C'est le carnivore terrestre le plus endurant à la course avec le lycaon. Les loups vivent en meute et adoptent de nombreux comportements de soumission-dominance. Les expressions faciales, le regard, la position de la queue, le redressement des poils, etc. sont particulièrement importants pour les relations entre les membres de la meute. Les loups utilisent également de nombreuses vocalises dont le fameux hurlement qui permet de rassembler la meute, de transmettre une alarme, de se localiser pendant une tempête et aussi de communiquer sur de grandes distances. Le chien chanteur de Nouvelle-Guinée pousse quant à lui des aboiements et des hurlements qui ressemblent plutôt aux sons produits par les baleines. Bref, les loups ont toujours fasciné l'espèce humaine au cours de l'histoire, alimentant tous les domaines de la culture, la mythologie, la littérature, les arts, mais aussi les peurs et les fantasmes collectifs. Le loup gris est ainsi l'un des animaux les plus connus et les plus étudiés au monde, avec probablement plus de livres écrits à son sujet que pour toute autre espèce sauvage. Mais il est temps de passer à des canidés un peu moins connus et pourtant tout aussi fascinants, ceux de la sous-tribu des cerdocyoninés. Ce sont les canidés d'Amérique du Sud et il existe 10 espèces. Ce taxon comprend même l'une de mes espèces préférées, le loup à crinière, mais on y reviendra très bientôt. Commençons tout d'abord avec une espèce très méconnue et bizarre, le chien à oreilles courtes, la seule espèce de son genre. On le retrouve uniquement dans la forêt amazonienne. Il a des membres courts et fins et des oreilles petites et arrondies. Il a un museau caractéristique de renard et une queue touffue. Ses pattes sont en partie palmées, ce qui l'aide à naviguer dans son habitat en partie aquatique. Ce chien sauvage solitaire est essentiellement carnivore et son régime alimentaire est composé en majorité de poissons, d'insectes et de petits mammifères. Son plus proche parent est le renard crabier, l'unique représentant du genre cerdocyon. Il n'est pas étroitement lié au véritable renard, mais il leur ressemble beaucoup. Son habitat couvre tous les environnements à l'exception des forêts tropicales, des hautes montagnes et des savanes herbeuses ouvertes. Il chasse le plus souvent en couple et même s'il est opportuniste, il recherche des crabes dans les plaines inondables boueuses pendant la saison des pluies, ce qui lui a valu son nom commun. Passons au genre Lycalopex qui comprend 6 espèces. Les membres de ce groupe sont surnommés les renards d'Amérique du Sud, même s'ils sont plus apparentés aux loups et aux chacals qu'aux autres espèces de véritables renards qu'on retrouve dans le reste du monde. On commence avec le renard chenu endémique du Brésil. C'est un omnivore, mais il se nourrit généralement de termites, de bousiers, d'autres insectes et de petits vertébrés. Il s'agit d'un animal svelte, pourvu d'un museau relativement court et pointu, un pelage également court, ainsi que de larges oreilles. Son plus proche parent est le renard du désert austral. Il a été découvert dans le désert de Sechura au Pérou.
Il est menacé par la chasse et le commerce de fourrure. Il ressemble beaucoup au renard de Darwin, un proche parent originaire du Chili. On le trouve uniquement dans les zones de forêt primaire de l'île de Chiloé et du continent. L'espèce était auparavant classée comme en danger critique d'extinction par l'UICN, mais en 2016, elle a été rétrogradée à la catégorie en danger car sa zone d'occurrence est apparemment plus grande qu'on ne le pensait à l'origine. Les estimations actuelles de la population restent cependant faibles, avec une estimation de 230 individus sur le continent et de 450 sur l'île de Chiloé. Les autres espèces de l'Icalopex sont très similaires à celles que nous venons de voir. Il y a le renard des Pampas, qu'on appelle aussi le renard d'Azara, qui préfère les habitats ouverts de la Pampa, souvent à proximité des terres agricoles. Il y a aussi le renard andin, le culpeo, qui est le deuxième plus grand canidé indigène du continent derrière le loup à crinière. Il peut faire jusqu'à 14 kg et il vit dans une grande variété d'habitats de l'ouest de l'Amérique du Sud. On le retrouve dans les forêts pluviales tempérées, les déserts et les plateaux. Et enfin, on finit avec le renard gris d'Amérique du Sud, endémique des régions méridionales de l'Argentine et du Chili. C'est l'espèce la plus commune du genre et il est connu pour ses grandes oreilles et sa fourrure à franges rousses très commercialisable. Et voilà, on en a fini avec les renards d'Amérique du Sud qui, je le rappelle, sont plus proches des loups et des coyotes que des vrais renards. Je sais, ils se ressemblent tous beaucoup, mais pour les distinguer, le plus simple c'est de savoir où on est et dans quel écosystème. Les deux prochaines espèces sont beaucoup plus originales. Commençons par le chien des buissons. Oui, je sais, il ressemble un peu au chien à oreilles courtes qu'on a déjà vu. Vive la convergence évolutive. Mais ça, c'est la seule espèce du genre Speotos. Malgré sa vaste aire de répartition, il est très rare dans la plupart des régions et on le croyait même éteint. Il a des pattes courtes par rapport à son corps ainsi qu'un museau court et des oreilles relativement petites. Les chiens des buissons ont aussi des orteils partiellement palmés, ce qui leur permet de nager plus efficacement. Ce sont des carnivores qui chassent pendant la journée tous les gros rongeurs comme les agoutis, les pacas ou les capybaras. En meute, ils sont très efficaces et ils peuvent tuer des nandous et même des tapirs. On sait très peu de choses sur les chiens des buissons par rapport aux autres canidés du monde. Et chez les cerdosioninés, on finit avec mon espèce préférée, le loup à crinière, le plus grand canidé sauvage du monde. Il est génétiquement distinct de tous les autres canidés, c'est le seul représentant de son genre, Chrysocyon. Ses longues pattes fines sont adaptées à son milieu de vie, essentiellement constitué de hautes herbes, le cerrado d'Amérique du Sud. Le loup à crinière est un animal solitaire, opportuniste et omnivore qui mange un peu de tout. Plus de 300 aliments ont été répertoriés dans son régime alimentaire, dont 116 plantes et 178 espèces animales. Mais il se nourrit surtout du fruit du loup, Solanum lycocarpum, qui peut représenter entre 40 et 90% de son alimentation. Le loup à crinière effectue ses quêtes de nourriture la nuit ou au crépuscule, en solitaire, ce qui est extrêmement rare chez les grands canidés. Et tu sais quoi, ses urines sentent très fort le cannabis. Aux eaux de Rotterdam, cette odeur si particulière a un jour poussé la police à lancer une enquête contre les fumeurs de cannabis dans le zoo. Le loup à crinière s'en sert en fait pour marquer son territoire. Ce magnifique animal à la belle toison est encore peu connu du grand public, mais il est déjà en danger. Maladies, déforestation, urbanisation sont autant de facteurs qui mettent en péril la survie de cette espèce atypique. Il est désormais temps de passer au dernier groupe de canidés, les espèces de la tribu des Vulpini. Le premier membre de ce taxon est très particulier. Il s'agit du renard à oreilles de chauve-souris, le seul membre du genre Autosillon. Il est adorable avec ses immenses oreilles. Elles peuvent mesurer entre 11 et 13 cm de long. L'autosillon vit généralement en famille, comprenant un couple adulte et ses jeunes dans les savanes et les prairies plutôt arides d'Afrique. Les couples sont très unis, ils dorment dans le même terrier et chassent ensemble. Plus généralement, les contacts sociaux au sein de la famille sont très importants et tous les membres se soutiennent et se protègent mutuellement. L'autosillon est le seul canidé considéré comme insectivore. Les termites et les bousiers peuvent ainsi constituer plus de 80% de son alimentation. Alors pourquoi a-t-il d'aussi longues oreilles ? Eh bien, il les utilise pour détecter les larves de bousiers en train de ronger leur pelote fécale, mais aussi pour faire de la thermorégulation. Et les deux prochains canidés sont tout aussi surprenants. Il s'agit des espèces du genre Nyctoretes, les chiens viverins, qu'on appelle aussi sous leur nom japonais de tanuki. Il existerait donc deux espèces, le chien viverin commun et le chien viverin japonais. En anglais, on les appelle raccoon dog, les chiens ratons laveurs, et on comprend pourquoi avec leur fourrure noire et blanche et leur masque facial distinctif. C'est en raison de la qualité, de la douceur et de la beauté de leur fourrure que les chiens viverins ont longtemps été chassés. Échappé d'un élevage de fourrure en URSS, le chien viverin commun a colonisé l'Europe en devenant une espèce exotique envahissante. On en trouve même en France. Les chiens viverins se nourrissent de nombreux animaux et de matières végétales et sont inhabituels parmi les canidés dans la mesure où ils hibernent pendant les hivers froids et qu'ils peuvent grimper aux arbres. Et on finit avec les espèces du genre Vulpes. On en compte 9 à 12 en fonction de la littérature. Les deux premières espèces sont fascinantes, ce sont les plus petits canidés du monde. Le premier, tu le connais sûrement, c'est le très mignon Fennec. C'est un petit renard crépusculaire originaire des déserts d'Afrique du Nord. Sa caractéristique la plus distinctive, ce sont ses oreilles inhabituellement grandes qui servent à dissiper la chaleur et à écouter les proies souterraines.
Sa fourrure couleur sable reflète la lumière du soleil pendant la journée et l'aide à se réchauffer pendant la nuit. Les fennecs vivent en famille dans des terriers pouvant atteindre 120 m² avec jusqu'à 15 entrées différentes. Le deuxième plus petit canidé du monde est beaucoup moins connu, il s'agit du renard de Blanfort. Pour les mêmes raisons que pour le fennec, il a aussi de grandes oreilles car il réside uniquement dans les régions montagneuses désertiques du Moyen-Orient. Nocturne, c'est un canidé omnivore qui mange surtout des insectes et des fruits. Bon, pour les prochaines espèces, je vais faire un peu plus vite parce qu'ils ont un comportement, une morphologie et une alimentation assez similaires. Elles sont toutes nocturnes et omnivores avec de grandes oreilles, une fourrure similaire gris-beige ou couleur sable et vivent en couple monogame. Ça, c'est un renard du Cap originaire d'Afrique australe. Il prospère dans des environnements semi-arides ou arides avec des prairies riches, tout comme le renard du Bengale qui vit en Inde. Et voici le très joli renard corsac originaire des steppes et des déserts d'Eurasie centrale. Cette espèce est plus carnivore qu'omnivore. Il mange principalement des rongeurs, mais aussi des insectes, des picas, des oiseaux et quelques plantes. Son proche parent, le renard des sables du Tibet, est petit et compact et vit sur les plateaux tibétains du Ladakh. Il habite principalement des prairies arides, bien loin des humains ou des forêts, à une altitude de 3500 à 5200 mètres. Il est carnivore et parfois charognard. Par rapport aux autres renards, il a un museau assez long ainsi que de très grandes canines. Et voici le renard nain, le plus petit renard des Amériques, même s'il reste plus grand que le fennec et le renard de Blanfort. Il vit entre les États-Unis et le Mexique. Son plus proche parent est le renard véloce, très similaire, mais que l'on trouve dans les prairies occidentales de l'Amérique du Nord. Le renard véloce était autrefois une espèce gravement menacée en raison des programmes de contrôle des prédateurs dans les années 1930 qui visaient principalement le loup gris et le coyote. L'espèce a disparu du Canada en 1938, mais en 1996, 540 renards furent relâchés dans le sud du pays, mais 4 ans plus tard, le nombre de ces renards introduits avait triplé, faisant de ce programme l'un des programmes de réintroduction d'espèces en voie de disparition les plus réussis au monde. Passons au très joli et mignon renard arctique qui vit dans la toundra polaire. Il est bien adapté à la vie dans des environnements froids et il est surtout connu pour sa fourrure épaisse et chaude qui est également utilisée comme camouflage. Il a une queue large et très touffue. Dans la nature, la plupart des individus ne vivent pas au-delà de leur première année, même si certains peuvent dépasser les 10 ans. Il existe deux formes de couleurs de pelage génétiquement distinctes, le blanc et le bleu. La forme blanche a un camouflage saisonnier, blanc en hiver et marron avec du gris en été. La forme bleue est souvent d'une couleur bleu foncé, marron ou grise toute l'année. Et voici son opposé, le renard pâle que l'on trouve dans la bande du Sahel africain. C'est l'une des espèces de canidés les moins étudiées. C'est en effet l'une des espèces de renards les plus difficiles à observer. À l'instar du fennec, lui aussi se sert de ses oreilles pour thermoréguler et pour trouver ses proies, et de son pelage pour réguler sa température. Une autre espèce qui ressemble beaucoup au fennec mais en plus grand, c'est le renard de Ruppel. Il vit dans les régions désertiques et semi-désertiques d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du sud-ouest de l'Asie. Et tu connais forcément son plus proche parent, le renard roux. C'est le plus grand des renards et l'un des membres les plus largement répartis de l'ordre des carnivores. Il est présent dans tout l'hémisphère nord et son aire de répartition s'est étendue parallèlement à l'expansion humaine. Il a été introduit en Australie où il est considéré comme un nuisible. En raison de son impact sur les espèces indigènes, il est inclus dans la liste des 100 pires espèces envahissantes au monde. Et pourtant, il est juste magnifique. Mais attention, malgré son nom, il peut être gris ou même blanc en fonction des sous-espèces. C'est un omnivore, opportuniste et très adaptable avec un régime alimentaire très varié, ce qui lui a permis de conquérir de nombreuses niches écologiques. Quand il chasse de petits rongeurs, il emploie une technique bien particulière appelée le mulottage, comme on peut le voir ici. Pour ses autres proies, il utilise la technique de chasse à l'affût, il peut également employer la ruse pour arriver à ses fins en faisant le mort pour attraper un corbeau par exemple. Il chasse les lombrics dans les prairies fauchées peu de temps après une averse en tirant sur les vers de terre avec ses incisives. C'est aussi un bon pêcheur et il peut capturer des truites en bondissant sur des groupes de poissons. Et voilà, nous avons couvert toutes les espèces de canidés au monde. Incroyable toute cette diversité et toutes ces espèces fascinantes assez méconnues. Juste avant de finir, laissez-moi vous donner quelques chiffres à propos du chien domestique. La domestication du chien s'est faite il y a 33 000 ans. En 2020, il y avait environ 900 millions de chiens domestiques dans le monde, dont la moitié étaient des chiens errants. D'ailleurs, certains chiens errants de Moscou ont appris à utiliser le métro de la ville pour se rendre vers les quartiers les plus fréquentés à la recherche de déchets de nourriture. En France, il y a 7,5 millions de chiens et environ un foyer sur 5 possède un chien. Malheureusement, chaque année, ce sont 60 000 chiens qui sont abandonnés en France. Il existe 385 races de chiens officiellement reconnues. Le plus vieux chien est mort à l'âge de 30 ans, c'était une femelle australienne Kelpie et elle s'appelait Maggie. 1m11 et 9,65 cm. Ce sont les tailles respectives du plus grand et du plus petit chien au monde selon le Guinness Book des records. En tout cas, bravo à toi si tu es arrivé jusqu'ici. Dis-moi en commentaire quelle est ton espèce préférée, je suis vraiment très curieux de le savoir. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, la prochaine fois, je ne sais pas, peut-être qu'on parlera de toutes les espèces d'ours, ça peut être cool. En attendant, va voir la vidéo sur tous les félins du monde si tu ne l'as pas encore vue, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!